Aujourd'hui, je t'emmène visiter un château. Ouais, non mais pas celui-là, hein. C'est celui-là qu'on va voir, le château de Guillaume le Conquérant à Falaise. Allez, en route! Guillaume le Conquérant est aussi appelé Guillaume le Bâtard, car il est le fils de Robert le Magnifique, duc de Normandie, et d'Arlette, la fille d'un artisan tanneur-embaumeur. Il naît à Falaise en 1027 ou 1028 et meurt à Rouen en 1087. Il sera duc de Normandie sous le nom de Guillaume II de 1035 à sa mort, puis roi d'Angleterre de 1066 à sa mort. La forteresse que nous allons visiter ensemble aujourd'hui n'existait en fait pas à l'époque de Guillaume le Conquérant. Il n'y avait à l'époque de sa naissance qu'un premier ouvrage défensif sur le modèle de la motte castrale. Les donjons que tu vas voir aujourd'hui ont été construits après sa mort, notamment le premier, le plus grand donjon quadrangulaire, a été bâti par l'un de ses fils, Henri Ier Beauclerc, de 1123 à 1125. Le deuxième donjon quadrangulaire, plus petit, a été bâti a priori par Henri II Plantagenet. On sait qu'il y a passé Noël 1159. Et puis, le troisième, la tour circulaire, la tour Talbot, a été bâti par Philippe Auguste, roi de France, en 1207. Bon, je pense que nous allons arriver sur la basse-cour. Je suis en train de passer ce que je suppose être la porte principale, après le pont. Alors je suis désolé pour la météo, c'est pas ce qui était prévu. Météo France avait annoncé autre chose, malheureusement. Une porte ouverte là. Salle de projection, 1000 ans d'histoire du château Guillaume le Conquérant. On verra sans doute ça tout à l'heure. Ouais, donc là je suis dans la basse-cour. Les différents donjons, on va en parler, sont là-bas à l'autre bout. Tu les as aperçus tout à l'heure en introduction. Au passage, je t'annonce quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, mais à tout hasard, des fois que ça se fasse. En préparant ma visite d'ici, j'ai eu une idée. Il y a assez peu de probabilité pour que ça marche, je t'avoue. Mais je t'en parle quand même au cas où. Tu connais peut-être une chaîne de vulgarisation d'histoire qui s'appelle Nota Bene. Ça doit certainement te dire quelque chose. J'ai eu l'idée en préparant ma visite de contacter Benjamin. Je lui ai laissé un message sur Facebook et un email aussi à tout hasard, en lui demandant si éventuellement par chance il trouverait le temps de faire une petite, pour nous, une petite introduction à Guillaume le Conquérant. Parce que ça serait 1000 fois supérieur à ce que je pourrais te raconter moi en me basant sur ce que j'ai pu lire sur Wikipédia. Alors bon, il y a assez peu de chances qu'ils me répondent, et encore moins qu'ils me répondent positivement, parce qu'il doit être, à mon avis, ce gars-là doit être débordé de travail. Mais au cas où, j'ai essayé. On verra bien. Donc il est possible que, là tout de suite, je te mette une introduction à Guillaume le Conquérant, par Nota Bene. Ou pas. Eh oui, que veux-tu, ce n'est que moi. Bon, en même temps, c'était prévisible. J'ai tout de même eu une réponse de quelqu'un de l'équipe de Benjamin, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir pris la peine de me répondre, mais ils m'ont tout simplement expliqué qu'ils sont débordés de travail et qu'ils n'auraient absolument pas le temps de faire cette petite introduction à Guillaume le Conquérant pour nous. Ce que je comprends tout à fait, et j'apprécie encore une fois qu'ils aient pris la peine de me répondre. Maintenant, plan B. En fouillant un petit peu sur sa chaîne, j'ai trouvé cette vidéo là, et dedans il y a tout ce qu'il te faut si tu as envie d'approfondir le sujet. Donc je vais te mettre le raccourci ici en haut de la vidéo. Alors mon cher camarade, petit clin d'œil, si tu as envie d'approfondir le sujet et d'en savoir plus sur qui était Guillaume le Conquérant, tu cliques dessus, tu te la mets de côté pour la visionner quand tu auras fini la mienne. Le début de la vidéo en question notamment retrace l'historique, les débuts de Guillaume le Conquérant. Donc si vraiment tu veux savoir qui il était, c'est la source idéale. Voilà, allez, on reprend la visite. Bon alors malheureusement il semble qu'il y ait quelque chose que je pourrais pas partager avec toi parce que ça va pas être visible à la caméra, ce sont ces bornes là. Je viens de regarder dans celle-ci, c'est vachement bien pensé leur truc. En fait en regardant dans la lunette et en tournant la molette qui se trouve là sur le côté, tu peux voir exactement le même endroit qui est dans l'alignement là, mais tel qu'il se présentait à l'époque. C'est une reconstitution en 3D,
de l'aspect de l'époque. C'est vachement bien pensé leur truc, mais je vais tenter, mais à mon avis à la caméra tu verras rien du tout, ça m'étonnerait beaucoup. Hein. Je vais tourner la molette, mais à mon avis tu verras pas. Je pense pas, ça va pas être adapté du tout. Là on a la vue. Ah, tu verras peut-être un petit peu. Voilà tel que ça se présentait à l'époque. Oui, on doit pouvoir apercevoir. Moi dans l'écran du caméscope j'ai un petit peu. C'est très bien pensé leur truc. Alors derrière moi, les donjons et la partie payante du site, comme tu peux voir, il y a des barrières. Habituellement, je ne fais pas les attractions payantes parce que je suis sur un budget extrêmement réduit pour aujourd'hui. J'envisage de le faire quand même. Dis-moi, je t'écoute dans le chat ou dans les commentaires si tu veux qu'on aille voir les donjons. C'est pas très cher, c'est 8,50 €, c'est pas non plus le bout du monde. Donc à toi de me dire si tu veux y aller ou pas. Dans les médias on fait l'extérieur et après en fonction de ta réponse on avise. Ah mais il y a une tour qui a disparu là en fait. Le pilier qu'on a devant nous apparemment à l'époque c'était une tour. Elle était coupée en quelque sorte. Donc ça. Ah non, je dis des bêtises, regarde. Ça devait être la tour, les restes sont là, on va passer devant tout à l'heure. Enfin, à supposer que tu m'aies répondu dans le chat ou dans les commentaires, hein. Je veux savoir si tu veux aller voir là-dedans. Derrière moi, tu as la grue de l'époque, on pourrait appeler ça une cage à écureuil. Je me demande même si ça ne s'appelle pas officiellement comme ça, j'en suis pas tout à fait certain. Dans la roue se mettait un homme qui pouvait ensuite l'actionner de l'intérieur, ce qui permettait de monter des charges beaucoup plus lourdes que ce qu'un homme seul, avec juste sa force musculaire à lui, aurait pu monter. Ça c'est un modèle simple pour une personne, mais il existait, je crois, des modèles doubles à 2 roues, et même des roues beaucoup plus grandes que ça. Enfin, ça, c'est la base. C'est la grue médiévale qui a permis de monter des châteaux comme celui-ci sans un outil comme ça. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Voire, je suis pas sûr qu'ils y seraient arrivés. Non, je te vois venir. Non, je vais pas me mettre dedans. Alors celle-là, j'espère vraiment que tu vas réussir à voir. Encore une fois, là, moi, je garantis pas qu'on ait les vues, j'espère. Ils ont reconstitué la vie dans l'enceinte avec des bâtiments qui ne sont plus là aujourd'hui, qui étaient des bâtiments en bois, mais en plus, ils ont fait ça en hiver. C'est absolument excellent. Oh, un escalier qui descend dans un souterrain. Qu'est-ce que t'en dis? On y va? C'est tentant, hein? A priori, ça descend dans la muraille, j'ai l'impression. Intéressant. L'apparition des armes à feu. Le XIVe siècle voit l'émergence du canon en Europe, qui utilise la poudre, un mélange de soufre, de salpêtre et de charbon. Si les premiers canons sont peu fiables, le fracas de leur tir, inconnu alors, peut effrayer l'adversaire. Les premières armes à feu individuelles apparaissent à la même époque. Des améliorations technologiques régulières amènent l'artillerie à poudre à un niveau d'efficacité redoutable au milieu du XVe siècle. À la fin de ce siècle, c'est devenu une arme décisive sur les champs de bataille comme dans la guerre de siège. Toutefois, le canon médiéval reste dangereux à manier. Les éclatements sont fréquents. Canonnier est un métier à haut risque. Un traité d'artillerie du XVe siècle recommande aux artilleurs, plus que les autres gens de guerre, d'avoir toujours leur âme en paix avec Dieu au cas où.
Alors toujours pareil, en espérant que ça marche, un autre point de vue sur la basse-cour. Et franchement, leurs reconstitutions 3D sont éblouissantes. Attends. Hop. Je suis en train de tourner la molette. J'ai un peu de mal à la tenir, ça y est. La forge là-bas. Alors, le redent, qu'est-ce que c'est donc que le redent? Je vais regarder dans un instant. Créé dans la première moitié du XIIIe siècle, le redent vient consolider la défense du château à son angle nord-est. Cet emplacement, longtemps un point faible de la protection du site, avait nécessité la construction au XIIe siècle d'une petite tour, plus tard protégée par un mur faiblement élevé ou fausse braie, défendant l'accès à la base des remparts. Le redent, ou bastion avancé, constitue une défense inédite de plan triangulaire de 400 mètres carrés de surface. Il se compose d'une tour cylindrique à chambres superposées, pourvue de meurtrières à fente verticale. Placée à la pointe du dispositif, elle est reliée à l'enceinte primitive et à deux tours du XIIe siècle par deux parts de courtine. Le long de ceux-ci étaient aménagés des chemins de ronde en bois. Cet ensemble enserre une petite cour accessible depuis un escalier en bois et donnant sur l'extérieur du château par une poterne percée dans la courtine ouest. L'arc est l'une des principales armes de trait du Moyen-Âge. Sa portée dépend de sa taille. Plus il est grand, plus sa portée est longue. C'est une arme redoutable dans toutes les situations. En terrain ouvert, sa cadence de tir rapide permet de saturer de flèches les rangs adverses. Sa force d'impact à courte distance en fait une arme efficace pour la défense rapprochée des fortifications. L'archère, ou meurtrière, est un élément essentiel de la défense des châteaux forts. C'est une ouverture verticale étroite et longue, percée dans les remparts et les tours. Elle permet le tir de trait tout en offrant une excellente protection. Les tireurs utilisent également l'arbalète, plus précise et plus puissante que l'arc. Les traits de l'arbalète sont appelés carreaux en raison de la forme carrée de leur tête. Certains carreaux, les viretons, sont conçus de manière à tourner sur eux-mêmes. La rotation du vireton augmente sa précision, sa portée et sa force d'impact. Au passage, je rajoute un détail, même principe qu'une balle d'arme à feu. Dans les premières armes à feu, les canons n'étaient pas striés, les balles ne tournaient pas et les armes n'étaient pas du tout précises. Elles ont commencé à devenir précises quand on s'est mis à strier les canons pour que le projectile tourne. Et bien là, même principe. Les traits d'arbalète percent avec facilité toutes les protections. L'arbalète est beaucoup plus longue à recharger que l'arc. Cependant, sa précision et sa puissance en font l'arme idéale de la défense des places fortes. À l'abri des murs du château, l'arbalétrier a tout son temps pour recharger son arme et ajuster ses tirs. À Falaise, les archives comptables attestent de la permanence de l'arbalète dans l'arsenal défensif du château entre le XIIe et le XVe siècle. Alors ça y est, j'ai pris mon billet. Tu peux voir derrière moi l'entrée du premier donjon, le premier donjon quadrangulaire, le plus grand, et le premier, celui créé par, alors je sais pas trop, le troisième ou quatrième fils de Guillaume le Conquérant, Henri Ier Beauclerc, de 1123 à 1125. Mais je ne vais pas te le faire visiter aujourd'hui parce que ça ferait trop long, trop long. Donc cette première vidéo qui se conclut maintenant, c'était la basse-cour et le château vu de l'extérieur. J'espère que tu as apprécié. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage, tout ça, tu connais la chanson. Et mardi prochain, dans une semaine, je te ferai visiter l'intérieur. Donc nous avons 3 donjons. Le premier, donc celui-ci au plus grand. Il y a un deuxième donjon quadrangulaire qui a été ajouté après.
en 1159, je crois, si je dis pas de bêtises, je te dis ça de mémoire, qui se trouve derrière, que tu ne vois pas d'ici. Et il y a une tour de plan rond, par contre ce coup-ci, qui a été ajoutée encore plus tard par Philippe Auguste. Donc ce sont les 3 donjons que nous allons visiter. Alors c'est absolument impressionnant. Ils ont prévu des reconstitutions 3D avec à plusieurs endroits tu as des symboles à scanner avec cette tablette qu'ils te remettent à l'entrée. Et tu peux voir en fait l'endroit tel qu'il était à l'époque. Tu as un certain nombre de pièces avec ces symboles et tu scannes la tablette. Et moi j'ai filmé du coup la tablette qui te montre. Et puis je te montre ah c'est comme ça maintenant, c'était comme ça à l'époque, c'est comme ça maintenant, c'était comme ça à l'époque. C'est absolument impressionnant. Ils ont fait un travail de malade pour préparer cette visite. Franchement 8,50 € pour ce que c'est pas cher sincèrement. Et voilà, regarde-moi ça, le soleil qui sort maintenant, je vais pouvoir faire de belles photos de l'extérieur. Donc, je te l'ai déjà dit, mais le petit partage, le commentaire, la mention j'aime, tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette première partie. Et mardi prochain, donc note bien le rendez-vous, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Donc mardi prochain, la visite des 3 donjons. Salut! Symbole de ma souveraineté. Pour sortir la tablette. Symbole de ma souveraineté. C'est le Philippe Auguste alors qui parle là. Quelle bataille. Je me suis cru mort devant mon cheval. Mais je les ai tous écrasés. Les Anglais, comme leurs alliés germains. Quelle victoire! Quelle gloire pour le roi de France! Mais je ne voulais pas. Je voulais conquérir l'Angleterre. J'y envoie mon fils Louis. Les barons anglais me préféraient largement à cet incapable de Jean sans terre. Mais à la mort de Jean, ils se sont ralliés à son fils Henri